Merci à tous pour votre présence et merci à France API pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous faire un petit retour d'expérience de nous, comment on a eu à gérer en fait un cas business assez compliqué, assez particulier, dans un contexte aussi assez spécial. euh, dans une fintech. Donc nous, on est dans une fintech, on est au niveau Sénégal, on est déployé également aussi dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, donc sur 4 pays. Et j'assure la DSI dans cette entité-là. D'abord, une petite question. Est-ce que tous ces mots-là vous parlent? Qui connaît à peu près 100% de ces mots-là? De 50%? Ah, c'est bien, hein. Ah, je suis rassuré. Bon, au moins, pas zéro. Super. Euh, En général, quand on va parler de transfert d'argent, on va dire dans un domaine fintech, on va dire africain, on va plus avoir tendance en fait à penser cash en fait, c'est-à-dire que vous avez du Western Union, du MoneyGram ou autre chose, où quelqu'un va venir dans une agence, faire un dépôt, passer sur un système, faire le retrait de l'argent en fait en cash. Et vous avez également aussi la partie monnaie électronique. C'est pas de la crypto, c'est réellement avoir on va dire son argent sur son téléphone, dans notre cas, de figure, avec une contrepartie toujours au niveau bancaire. Donc c'est exactement ce qu'on va avoir en fait en général. Pourquoi je parle de ces deux éléments-là, on va dire, ces deux éléments déclencheurs en fait de tout ce qu'on a eu à mettre en place. C'est des services qu'on avait l'habitude d'utiliser, etc. Donc les autres services, c'est intéressant en tout cas à savoir, tout ce qui est agency banking, tout ce qui est lié au wallet, etc. Mais bon, en tout cas, c'est des éléments hein, clés. Euh, Nous, ce qu'on a en fait actuellement, déjà le contexte, c'était en 2020, on avait à peu près 10 000 points de services physiques. On avait un legacy qui a été développé avec du C++, avec des sockets. Donc c'est, on va dire, assez ancien, mais c'est robuste quand même, ça marche très bien. Il y a eu pas d'API exposé, pas de gateway, il y avait rien, absolument rien. On était capable de faire une transaction toutes les 30 secondes. Il y a des clients mainframe en fait qui étaient déployés dans les agences, donc ça marchait très bien en fait hein, sur toutes ces agences-là. Un client pouvait faire un transfert dans une de nos agences, pouvait faire un service de paiement de facture, etc. Ça marche super bien. On a tout ce qui est lié en fait à la partie réglementaire, qui est extrêmement importante parce que quand vous faites du transfert d'argent, vous avez votre régulateur. Ici, vous avez, je pense, la Banque de France. Au niveau de l'UEMOA, donc qui regroupe 8 pays, on a la BCAO qui fédère cette partie-là. Et on a des aspects conformité liés à tout ce qui est blanchiment. Et comme je le disais, en fait, sur cette architecture-là, on a un client lourd, on a des sockets TCP avec des modules assez spécialisés qui nous permettent de faire toutes ces transactions-là. Donc le socle est solide, on a une vraie forteresse, mais on n'a pas de pont-levis. Donc impossible d'entrer en fait sur ces plateformes-là. Mais ça marche super bien. C'était le plus important pour le business. On a, on va dire, une panoplie de services qui tournaient sur ceux-là. Donc, les plus connus, je pense, certains connaissent, Western Union, MoneyGram, RIA, etc., qui sont réellement des IMTO, donc opérateurs de transfert d'argent internationaux. Mais on a également aussi tout ce qui est lié à la monnaie électronique. Donc, Orange Money, peut-être qui est un peu plus connu, Wave, etc., plus d'autres qui sont plus, on va dire, propre à notre écosystème en fait. Et après derrière, on a tout ce qui est lié au service parabancaire. Un service parabancaire, c'est, on va dire, vous n'êtes pas une banque et vous offrez en fait des services que normalement une banque devrait offrir. Genre, vous avez la possibilité de venir dans une agence, faire un dépôt en cash et impacter directement votre compte bancaire. Et charge on va dire, à l'entité d'être interconnecté directement avec la banque en fait. Et comme vous le voyez en fait, tout ce qu'on est en train de faire tourne autour des API. Et pourtant, nous, on n'ouvrait aucune API. Par contre, on en consommait. On consommait les API des tiers, on consommait les API de Western Union, on consomme les API d'une banque X, etc. De toutes les manières, on était une filiale d'une banque, donc c'est tout à fait normal.
Un autre point qui est assez important, on est dans une zone où le cash est réellement l'élément qui circule le plus. Vous êtes dans une zone très bancarisée, nous un peu moins. Mais on compense justement avec tout ce qui est lié à la monnaie électronique et avec les différents services assez innovants. On a quand même malheureusement 20 milliards d'euros en cash qui se baladent. Donc sur les sources de la BCAO. Donc vous voyez en fait tout l'argent qui rentre dans un compte bancaire se retrouve finalement au niveau d'un cash. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on essaie de rajouter d'autres services qui permettent d'avoir une certaine rétention avec la monnaie électronique, où là, certes, vous arrivez dans un point d'entrée avec du cash, mais à partir de là, tout se passe avec votre téléphone. Vous pouvez faire un paiement marchand comme l'équivalent du Apple Pay, etc. Vous pouvez faire envoyer de l'argent à quelqu'un comme un virement SEPA, etc., de façon assez transparente. Et derrière, ces solutions-là sont ouvertes justement sur les API. Nous, on était consommateurs, on n'en exposait pas. Le point qui est arrivé, c'est que il y avait d'abord l'épidémie de Covid. Quand on parle d'épidémie de Covid, vous n'avez plus la possibilité de vous déplacer dans une agence, donner votre argent en cash pour faire un envoi. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. C'était le même problème. Et là, on s'est retrouvé avec un partenaire qui a saisi une opportunité, in fine, parce que chaque fois qu'il y a un risque, un problème, vous avez des opportunités qui se créent. Et son besoin, c'était il a vu que nous, on faisait du transfert d'argent international, donc c'est un service qui est fait. On fait de la monnaie électronique, c'est un service qui est fait. Il a imaginé un service en se disant, si quelqu'un est à Londres, il veut envoyer de l'argent à Dakar, il peut soit par carte bancaire débiter sa carte et faire les envois. Et nous, on est capable derrière de créditer son destinataire directement sur son mobile money. On va dire, en théorie, ça a l'air simple. Mais on est sur deux mondes différents, avec deux régulations complètement différentes. C'est le même régulateur, mais c'est complètement différent. Et au niveau système d'information également aussi, on a quelque chose qui est complètement séparé. Comme de l'ironie, je ne pense pas que ce soit fait exprès. Le business a signé comme quoi on avait tout. Et qu'on était capable de déployer sous 48 heures. Donc c'est de là que vient le 48 heures. Donc je considère jusqu'à présent que c'était pas contre ma personne. Hein. Donc c'est un nouveau flux, c'est assez stratégique, il y a un contexte qui le justifie, et le deal est déjà signé en fait. Donc il faut réellement trouver une solution, il faut le faire, on n'a pas le choix. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé en fait une war room, on a mobilisé tout le monde, la totalité des gens qui étaient au sein de la DIC. On a bossé pendant 25 heures non-stop, avec juste des petites micro-coupures, donc sans dormir ni rien, etc. On est allé dormir quand même quelques heures après pour revenir finaliser le reste. On a mis toutes les équipes qui étaient nécessaires. On va dire, essayé d'avoir une démarche assez agile pour pouvoir développer rapidement ça. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte quand même que les aspects réglementaires étaient réellement un vrai frein en fait, hein, in fine. Pas juste la partie technique. On va dire, on a différents systèmes, on peut les exposer, on est capable de le faire, mais après derrière, il y a des aspects réglementaires qui vont apparaître. Et on s'en est rendu compte justement durant les 25 heures. Parce on avait peut-être sous-estimé, probablement même. On avait sous-estimé en se disant, ouais, ça devrait pouvoir passer. On a identifié différents composants dont on aurait besoin pour pouvoir exposer cela, en se disant, OK, là, on a 48 heures, on n'a pas le temps d'aller prendre un API manager, il y en a sur la place qu'on pourrait utiliser. Il nous faut une solution d'authentification qui sera acceptable par le partenaire. On ne peut pas lui dire, OK, vous allez vous connecter sur les sockets, parce que justement, nous, toute l'authentification était basée sur ça. Il nous fallait déployer assez rapidement. Il fallait changer tout ce qui est lié en fait au monitoring de la plateforme. Les sockets se monitoraient d'une autre manière. Pour nous, une transaction, ça passe toujours par une sorte de Swift qui
encapsule la transaction, qui va chercher quel module au niveau du core banking est capable de traiter cette partie-là. Et après, derrière, voilà, on a un tas d'échanges en fait qui est fait de cette manière-là. Et là, on a un partenaire qui ne sait pas en fait cela. Donc, il faut, on va dire, simplifier la totalité de ces composants-là. Donc, ce qu'on a fait, on s'est mis en fait une solution, on va dire, intermédiaire. On va dire, celle-là, elle ne tourne plus, elle a été changée depuis là. Mais juste pour vous comprendre, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord développé en fait une gateway. Euh, et dans cette gateway Java, on a rajouté en fait, on va dire, une abstraction pour tout ce qui est lié au socket. Donc, on n'a rien changé sur le legacy. Donc la gateway, elle est capable derrière d'interagir et d'orchestrer toutes les transactions, savoir que elle doit passer d'abord par le module de contrôle, ensuite derrière vérifier en fait les soldes des différents clients, etc. Exécuter la transaction et après revenir. Euh, on est sur un domaine qui était 100% asynchrone et là on va dire on a quelque chose qui va être synchrone pour le client. À côté, le client qui est matérialisé au niveau du hub, lui, je mettais juste une boîte noire avec ce que lui, il a l'habitude d'avoir, sa connectivité. Et après, derrière, lui, il est interconnecté avec des IMTO. Un IMTO, Western Union, MoneyGram, etc., comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et vous avez un client donc, qui peut faire sa transaction, soit en passant par une agence ou bien depuis l'application, par exemple, de Western Union. La transaction va se retrouver au niveau du hub, repasser derrière au niveau de notre gateway et après derrière passer dans le legacy. Donc en somme, sur tout ce qu'on avait sur le legacy, rien n'a changé. Mais par contre, tout ce qui est exposé à l'extérieur, on le fait passer directement par une gateway. Notre problématique, on avait tendance en fait à cloisonner nos business par pays. C'est-à-dire qu'on a plusieurs data centers et on avait tendance en fait à se dire que le SI1 ne gère que le Sénégal, le SI2 ne gère que la Côte d'Ivoire, le SI3 ne gère que le Mali. Alors que là, quand la transaction arrive, on n'est pas déjà dans le cœur du système, donc on ne peut pas gérer ce genre de règles de routage. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné fédérer une partie du système d'information pour que justement le routage soit un peu plus fluide pour qu'on puisse faire la transaction directement. Pourquoi ce cloisonnement? C'est que chaque pays avec ses opérateurs de mobile money. Ça peut être la même société mère. Vous allez avoir Orange qui est présent certes partout dans 17 pays en Afrique, mais le système d'information que vous allez avoir au Sénégal peut être différent de celui qui est au Mali, etc. Vous avez d'autres opérateurs un peu plus exotiques, MTN, Move, etc., en Côte d'Ivoire, etc. Donc, comme vous voyez, on se retrouve avec quelque chose qui est propre à chaque pays. D'où justement ce cloisonnement qu'on avait dû faire. L'autre problématique, c'est plus lié aux aspects liés à la sécurité. On s'est dit, OK, on met dans un premier temps en fait un keycloak pour pouvoir gérer la partie authentification, ça me permet d'aller vite. En se disant, demain, si on prend un API Manager, ce sera assez simple à remplacer. Pour le client, il verra juste un token JWT qui a sauté, voilà, c'est assez transparent. Il y a des aspects de filtrage IP, mais ça, c'est plus lié à l'environnement bancaire. On a dû rajouter une autre couche, un HAProxy. Euh, Pourquoi? C'est à cause des sockets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, on a des routages à faire, on a de la redondance et on a de vraies problématiques de performance. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une transaction par 30 secondes. C'est très choquant. Ça marche sur, on va dire, quand vous avez un client lourd. Quand vous allez sur les API que vous exposez, vous vous retrouvez en fait avec quelque chose qui n'est pas scalable en fait. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute justement ces couches-là sur toutes les connexions socket TCP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelque chose arrive, le HAProxy est capable de se dire, OK, on a deux nœuds qui écoutent et on peut rediriger les requêtes sur ces deux endroits-là en même temps. Donc c'était le seul à ce moment-là qu'on pouvait trouver qui était compatible sur cette problématique des sockets. Le temps justement de déposer cet ancien système d'information. Et après, derrière, on a une interconnexion avec les opérateurs, donc de mobile money, etc. Donc c'est en somme ce qu'on a découpé de façon simple pour pouvoir en fait adresser quelque chose en 48 heures. En se disant, OK, on ne doit pas
déployer quelque chose pour juste déployer, gagner le business, mais il faut qu'on puisse derrière le remplacer, mais le remplacer sans redemander au client de revenir refaire ses implémentations. Donc c'était cette contrainte technique qu'il fallait prendre en compte. Je pense on en avait énormément. L'autre problématique et je pense ça, c'est assez important. En tout cas, si demain vous devez travailler avec des fintechs ou avec des opérateurs de mobile money, c'est que euh, d'un opérateur à l'autre ou d'un pays à l'autre, dire qu'une transaction a échoué sera dit par l'opérateur d'une manière totalement différente. Soit on va dire on ne fait pas abstraction de cette complexité et on remontait ce point-là au niveau de ce partenaire-là. À un moment donné, on était tenté parce qu'on était fatigué. Mais on va dire, on avait un opérateur qui n'avait jamais travaillé sur de la monnaie électronique. Donc pour lui, le fait de lui dire que je fais un envoi sur un numéro de téléphone et que la transaction ne passe pas, et que je refasse le même envoi sur 10 minutes après ou avec un montant un peu différent, il ne pouvait pas le comprendre. C'est des aspects qui sont réellement liés en fait à la réglementation. On plafonne certains numéros de téléphone selon le niveau de KYC que vous nous fournissez. Si on vous connaît correctement, on peut vous autoriser à recevoir jusqu'à 3000 euros. Si le niveau de KYC est assez faible, on vous plafonne à peu près à 300 euros, quelque chose comme ça. Ce qui fait à peu près peut-être 40% du parc, en fait, in fine. Donc, une transaction sur deux, potentiellement, vous faites un envoi, elle échoue. Et à côté, on a un opérateur qui, lui, il était focus sur la partie transfert d'argent. Donc, pour lui, un envoi, ça marche systématiquement. S'il y a les fonds, ça passe. Alors que là, on va se retrouver avec des problématiques sur des envois qui passent un coup sur deux. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un dictionnaire qui est standardisé, euh, qui agrège la totalité des erreurs de tous les opérateurs, mais derrière avec une classification. C'est pas un LLM, ici, ça aurait sens même de le faire. On pouvait faire un peu de classification de données ici pour pouvoir gérer cela, mais on a tout fait à la mano. Et après, derrière, on a une traduction qui est faite pour tous les partenaires. De cette manière-là, eux, dans leur implémentation, ils ne voient qu'un seul code d'erreur. Le client n'a pas pu recevoir l'argent parce qu'il a atteint le plafond maximal sur sa transaction, etc. Des trucs de ce genre, de façon de façon assez simple. Également, on va dire, en rajoutant ces différentes briques, on a pu augmenter le nombre de transactions qu'on était capable de traiter. Là, je parle des TPS en écriture, hein, donc c'est réellement pas la partie read ou les consultations de sol, etc., ce genre de trucs. C'est réellement avec les limitations sur les sockets, voilà, c'est réellement le maximum qu'on avait pu attendre, mais c'était du x300. Hein. Je vous rappelle, on dit à 0,03. Donc on arrive à 10 TPS, on était quand même content. Je pense qu'on avait démarré à 8 heures, on a fini vers 9 heures quand on a atteint ce seuil, donc 9 heures le lendemain. Après, derrière, on a eu quand même un impact, parce que derrière, c'est un flux colossal qui est apparu. Ça a impacté automatiquement notre chiffre d'affaires. En 3 mois, on a fait plus de 30% par rapport aux objectifs même initiaux. Et derrière, bon, comme on est dans une entité bancaire, les flux sont réutilisés par les banques. Bon, ça c'est des trucs classiques. Donc derrière, on atteint tous les objectifs stratégiques qui sont proposés. Derrière, on est quand même content d'avoir une mise en prod en 48 heures, parce que ah, c'était pas évident. Euh, Première chose qu'on s'est dit, c'est quand même, il faut penser on va dire, à l'après ce projet-là, après ces 48 heures-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, peut-être on aurait dû être associé avec le business dès le début. Second élément aussi qu'on s'est rendu compte, c'est que l'aspect régulation, en fait, c'était quelque chose qui n'a pas été intégré en fait dans le projet, et qui a fait défaut sur quasiment tous les tests qu'on faisait pendant un bon bout de temps. Et mais derrière, ça nous a donné une opportunité. On se retrouve en fait avec des business qui se retrouvent worldwide, c'est-à-dire que là, on n'est plus cloisonné uniquement sur la partie UEMOA.
on va dire UMOA interconnectés avec les opérateurs de transfert internationaux. Là, on se retrouve en fait derrière avec de nouveaux challengers qui arrivent sur le marché, qui arrivent à capter des flux supplémentaires qui vont en direction du Sénégal. On se retrouve également aussi avec les mêmes besoins vers d'autres pays. Donc on se dit là, voilà, il faut qu'on se pose, faut qu'on redéveloppe la totalité du système d'information en se disant, on aura des flux entrants, on aura des flux sortants, euh, on aura besoin de s'interconnecter en fait avec d'autres opérateurs, pas seulement ceux du Sénégal, ceux du Côte d'Ivoire, etc. On se retrouve avec la même chose en fait avec l'Égypte, bon le Maroc peut-être il y a quelques limites pour l'instant. Là aussi, pareil, hein, lié à la régulation. Euh, donc, on se rend compte que quand même, il y a de vraies opportunités, en fait. Et dans ce cas de figure-là, on se dit, OK, première chose qu'il va falloir faire, il va falloir refondre la totalité du système d'information. On a quelque chose qui était adapté en fait pour gérer 10 000 réseaux sans aucun souci en fait, déployable sans problème. On avait très peu de taux d'erreur. La satisfaction, elle était là parce qu'on était capable d'intégrer pas mal de partenaires. On en avait plus de 80 qui tournaient sur la plateforme. Mais également aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, je ne sais pas si ça vous parle, Océan Bleu, Océan Rouge, les stratégies en fait. En somme, en général, quand on fait de l'innovation dans un business, euh, vous avez deux manières de scaler. Soit vous êtes dans ce qu'on appelle l'océan rouge. En somme, vous faites le business, votre voisin le fait, et vous bataillez à max, celui qui est le plus puissant, il gagne, etc. Et vous avez une autre stratégie, c'est déjà de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que vous sortez de cet océan rouge, vous allez dans un océan bleu, et vous allez commencer en fait on va dire, créer de la valeur, etc. Vous êtes tout seul, mais dites-vous une chose, c'est que dès que vous êtes en océan bleu, les autres vont entendre parler. Et rapidement, ça va redevenir en fait un océan rouge. Les gens vont venir en fait, voilà, les requins, etc. J'ai d'anciens collègues qui sont là, donc on l'a quand même senti ces éléments-là. Et ça veut dire que derrière, c'est dans toutes vos stratégies en fait, il va falloir toujours prendre en compte cela. Et également aussi, les mêmes besoins, on s'est rendu compte que au niveau, bon, nous on a notre maison mère qui est au Maroc, il fallait les intégrer parce qu'ils ont les mêmes besoins. Donc fallait avoir en fait une stratégie commune pour pouvoir en fait définir quelque chose qu'on pourrait déployer aussi bien en fait au Maroc, on va dire avec les limites réglementaires dans cette zone, plus la même stratégie au niveau de l'UEMOA, donc où on a 8 pays en fait où on peut le déployer, et éventuellement pourquoi pas en fait redéployer la même chose en fait en zone CEMAC, donc en Afrique centrale. Donc derrière ça, c'est des éléments en fait euh, de stratégies qui sont sortis justement à l'issue de ces 48 heures-là. Et à partir de là, on a pu tout redévelopper. Donc le système d'information a été totalement refondu. Donc on a eu plus de sockets. Heureusement, on n'est plus sur du deep TPS comme à l'issue de ça. Donc on change quand même pas mal de choses. Mais après derrière, un élément restera toujours constant, justement cette notion d'océan bleu, océan rouge, c'est-à-dire que le même business qu'on a là, où on commercialise des API vers d'autres partenaires, ça veut dire que derrière, n'importe qui peut le faire. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Les opérateurs ont commencé en fait à faire la même chose, etc. En général, ils viennent en cassant les prix. Il va falloir en fait recréer d'autres innovations justement pour revenir en fait en océan bleu. Aujourd'hui, cette plateforme-là, elle est également aussi utilisée par les banques, parce que les banques se retrouvent en fait avec le même besoin. C'est-à-dire que au début, initialement, c'était quelqu'un qui était à Londres, qui avait juste envie de faire un envoi, mais en local, vous vous retrouvez en fait avec une banque qui a un réseau de distributeurs automatiques limité et qui a quand même des clients dans des zones où justement, soit il déploie un distributeur supplémentaire avec un coût, bien sûr, CAPEX et OPEX systématique, ou bien derrière, il s'appuie en fait sur les opérateurs de mobile money. Et donc du coup, leur solution a été d'intégrer les API sur l'application l'application bancaire. À partir de là, on peut faire exactement la même chose. En somme, vous débitez votre compte bancaire, vous faites un envoi, ça ressort directement sur de la monnaie électronique.
Des fintechs également utilisent cela. Vous avez des acteurs, même portuaires, qui se retrouvent dans ce même schéma. Et tout cela, justement, juste avec les API qu'on leur offre, qu'ils intègrent. Et une fois qu'ils les ont intégrés, ils se retrouvent en fait avec les mêmes niveaux de service. Ils peuvent attaquer n'importe quel portefeuille de monnaie électronique dans l'UEMOA, avec la même plateforme, avec les mêmes API. Vous avez également aussi, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a supprimé la partie socket. On a intégré également aussi une partie API Manager. Je pense que je l'ai fait parce que j'étais venu en fait à un des France API de, je pense, 2023 ou quelque chose comme ça, où j'avais pu rencontrer un des fournisseurs ici. Et voilà, on a pu faire notre choix à partir d'une de leurs solutions. Donc c'est devenu également aussi une ligne business en part entière. Avant, on était focus sur la partie IMTO d'un côté, la partie monnaie truc de l'autre côté. Là, on se retrouve en fait avec la partie API de part et d'autre. Si j'avais quelques, on va dire, leçons on va dire à retenir, le premier, ce serait, on va dire, on a toujours beau le dire en fait au métier, mais c'est toujours bien de répéter. Il faut qu'on puisse anticiper sur les besoins internes, c'est-à-dire ne pas se retrouver en fait comme ici au pied du mur. On va dire pour eux, il y a une solution, ils n'ont qu'à se retrouver en war room, et après derrière, bon, le problème sera réglé, pas forcément. Il y a une limite à cela. Il y a des problématiques qu'on a retrouvées en fait sur les opérateurs de mobile money, sur quasiment toutes. On se retrouve sur les vraies problématiques de timeout. Vous avez une transaction qui démarre, vous êtes interconnecté sur un tiers, vous n'avez pas de réponse, et après derrière, vous êtes quand même débité. Nous, on ne peut pas débiter notre partenaire tant qu'on n'a pas un retour. Par contre, l'opérateur derrière vous débite. Vous avez des problématiques de compense. Je ne sais pas si vous imaginez les difficultés, c'est que on se retrouve en fait avec des compenses sur 3-4 niveaux systématiquement qu'il faut falloir gérer et qui doivent être intégrés en fait sur la plateforme. Ce qui est bien, c'est que OK, on a pu définir les contrats d'API, donc c'est du API first in fine qu'on a fourni en fait directement au partenaire qui a intégré, et c'est les mêmes API, c'est le même design qui continue de tourner. Derrière l'implémentation, ça va toujours changer. On a eu des objectifs qui étaient clairs. On savait OK qu'on avait 48 heures, il fallait que quel que soit alpha que ça marche. Et il y avait des indicateurs, c'est-à-dire que les transactions devaient passer en fait avec un niveau de performance au moins acceptable. Une transaction toutes les 30 secondes n'était absolument pas envisageable. Donc voilà, on a essayé d'avoir quelque chose. On a adopté ce qu'on appelle la méthode Cotter. En général, c'est une méthode qu'on utilise souvent pour impulser en fait une transformation, où vous allez avoir quelqu'un qui va impulser ce qu'on appelle sense of urgence, pour dire que voilà, on est dans une crise, etc. Faut que tout le monde se lève, etc. Ensuite, on a une mobilisation, on a une vision qui est définie, et après derrière, on implémente. Ce que ça fait, c'est que ça permet en fait à vos équipes d'être embarquées end-to-end dès le début en fait, et vous vous retrouvez en fait avec de meilleurs résultats. Donc c'est parmi tant d'autres, hein. Il y a différentes méthodes de transformation qui sont utilisables sur cela. Ce que ça nous a appris également, c'est que même si votre système d'information c'est du COBOL ou c'est autre chose, ne pas se dire en fait que derrière ce n'est pas exposable, qu'il faut forcément tout redévelopper avant de pouvoir ouvrir en fait les API vers les clients, vers le business, etc. C'est que réellement en fait il faut trouver des fois les bons compromis, mais toujours en ayant une vision vers là où vous voulez aller en fait, hein, in fine. S'il s'agit uniquement de faire juste du business pour faire du business, il y a différentes manières, mais là en fait il faut toujours avoir cette vision en fait sur le long terme. Merci.